Bienvenue dans le débat de France 24 et c'est une fois de plus un débat sur le débat que nous vous convions aujourd'hui, le débat qui lui avait lieu hier entre les deux prétendants à l'investiture du Parti socialiste et de ses alliés au sein de la belle Alliance populaire pour l'élection présidentielle d'avril prochain. Benoît Hamon était opposé devant les caméras de télévision à Manuel Valls, premier et unique face-à-face entre les deux hommes. On en parle avec nous aujourd'hui. Ella Kribi-Ramdan, bonjour. Vous êtes conseillère régionale d'Île-de-France et porte-parole de Benoît Hamon. Bonjour. Stéphanie Herriot-Creux, vous êtes sénatrice d'Indre-et-Loire, maire de Benay et porte-parole de Manuel Valls. Bonsoir. Christine Cardellan, directrice de la rédaction de l'Usine Nouvelle. Et enfin Yves Marican, directeur des études politiques à ELAB. Alors on va aller droit au but. Qui a le plus convaincu? Eh bien, dans un sondage justement de votre institut, il semble que ce soit Benoît Hamon qui a été jugé le plus convaincant par une majorité des téléspectateurs sondés, 60%, 36% affirmant au contraire, 37%, décidément que c'est Manuel Valls qui les a convaincus. Ça confirme les sondages réalisés lors des précédents débats qui avaient montré une montée en puissance de Benoît Hamon. Oui, ça confirme la dynamique de Benoît Hamon dans cette campagne qu'on a vue, même si cette campagne était très courte, on l'a vu apparaître débat après débat. Elle s'est vérifiée au soir du premier tour, puisqu'il arrivait en tête des votes dimanche. Et c'est vrai que ce débat d'entre-deux tours, il était attendu, parce qu'effectivement, on sait qu'avec 5 millions de téléspectateurs, un peu plus me semble-t-il d'ailleurs, eh bien, la plupart des électeurs au second tour de la primaire dimanche étaient sans doute devant leur écran. Et donc c'était aussi une des dernières occasions pour les candidats de chercher à faire bouger les lignes, pour Benoît Hamon de consolider son avance, son avantage, voire même de creuser l'écart, pour Manuel Valls de rattraper, de regagner des points par rapport à Benoît Hamon. Il semblerait que sur la base de ce débat, les lignes n'ont pas véritablement bougé. Maintenant, il reste encore quelques heures de campagne, les choses vont se décanter, les électeurs qui souhaitent y participer vont sans doute encore y réfléchir. Donc, avantage à Benoît Hamon. Maintenant, ce sont comme toujours les électeurs qui ont le dernier mot. Donc beaucoup dépendra de la mobilisation et puis des derniers meetings de campagne. Stéphanie Herriot-Creux, vous avez été déçue, vous, en prenant connaissance de ce sondage. On savait que c'était une occasion importante pour Manuel Valls de marquer les esprits, cet unique face-à-face d'entre-deux tours. Non, je n'ai pas du tout été déçue. Nous avons pris acte des résultats de ces sondages. Hier soir, il y a de visions différentes qui se sont exprimées et je pense que maintenant, comme vous le disiez, il reste quelques heures, quelques jours mais avant que les électeurs... Mais il ne fallait pas renverser la table, justement, parce que le rapport de force arithmétique n'est pas à l'avantage de Manuel Valls à l'heure qu'il est, si l'on s'en tient au report de voix escompté du premier tour. Et je dirais qu'il convient là maintenant de mobiliser les électeurs qui peut-être ne sont pas venus voter la dernière fois. Effectivement, l'audience qui a été indiquée tout à l'heure de celles et ceux qui étaient devant leur écran hier nous amènera peut-être dimanche à un résultat que moi j'attends et que j'espère et qui placera Manuel Valls en tête de cette primaire de la belle Alliance. Ella Kribi-Ramdan, ces sondages, vous y croyez ? Ils n'ont jamais, il faut le dire, avant le premier tour, mis Benoît Hamon en tête. Et même quasiment jamais parmi les deux finalistes. Enfin, sur les derniers sondages avant le premier tour... on voyait une dynamique, c'était roue dans roue, mais enfin, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont mis finaliste. Il a été en progression constante. Moi, je suis toujours très prudente avec les sondages, parce que ce qui compte, c'est quand même le verdict des urnes. Mais c'est vrai qu'on sent quand même une dynamique, en particulier sur le terrain, parce qu'il y a un engouement, et tant mieux si cette primaire arrive à mobiliser un peu de monde. Ça permettra aussi demain que le candidat qui sortira vainqueur de cette primaire soit porté finalement par cette dynamique. Moi, j'espère évidemment que ça puisse être Benoît Hamon, que cette dynamique puisse se confirmer, parce que je crois qu'on a besoin de renouveau, qu'on a besoin d'un discours sincère. Et qu'on a besoin finalement d'un ton qui permette de tourner la page et de mettre fin à ce qu'on a appelé, nous, dans cette campagne, la vieille politique, pour imaginer de nouvelles méthodes peut-être et une nouvelle manière de voir la société. On va aller sur les thèmes abordés plus tard, mais Christine Cardellan, vous, quelle est l'impression générale que vous retirez de ce débat d'hier soir ? Alors d'abord, je crois qu'on donne un avantage à celui qui partait vainqueur en quelque sorte. Et il aurait fallu que Manuel Valls soit probablement beaucoup plus agressif, ce qu'il ne voulait pas faire, parce qu'il avait déjà été accusé d'agressivité pendant la semaine, pour renverser la table, comme on le disait tout à l'heure. Il aurait fallu qu'il accuse Benoît Hamon d'être un total irréaliste. Il aurait fallu qu'il emploie des mots assez forts. Ce qui est certain pour... Est-ce qu'il n'était pas obligé de prendre des risques ? Sans doute, mais je veux dire, comme il ne les avait pas pris au premier débat, et que ça n'avait pas très bien marché pour lui,
Enfin, comme il n'est pas pris. Comme il avait été un peu plus agressif au premier débat, il a essayé de l'être moins, d'être souriant. Vous avez vu qu'au début, quand ils sont arrivés, il a mis le bras sur Benoît Hamon, d'un côté protecteur. Il n'a pas voulu l'agresser directement. Mais pour compléter ce que vous disiez sur les sondages, aussi bien à la primaire de droite qu'à la primaire de gauche, c'est le troisième homme dans les sondages qui l'a emporté. Et comme on dit en ce moment, troisième homme dont le nom finissait par « on ». Donc pour la présidentielle, le troisième homme dont le nom finit par « on », vous voyez qui je veux dire, qui peut gagner. Emmanuel Macron, pour ne pas le nommer. En tout cas, on va passer aux thématiques dans un instant. Mais juste pour rester une dernière fois sur les chiffres, cet ultime débat a pulvérisé les audiences des précédents débats à gauche, avec 5,5 millions de téléspectateurs TF1 et France 2 cumulés, sans compter les auditeurs de France Inter. C'est près d'un téléspectateur sur 4. C'est donc beaucoup plus que pour les 3 débats d'avant-premier tour. On avait aussi en gros entre 1,5 million et un peu plus de 3,5 millions de téléspectateurs. Ça annonce, Yves Marican, d'après vous, un sursaut dans la participation pour ce second tour ou pas? Ou est-ce qu'il faut tout simplement pacifier? C'est le grand flou en la matière. C'est vrai qu'on pourrait s'attendre à, comme la primaire de la droite d'ailleurs en novembre, qu'il y a un surcroît de mobilisation par rapport au premier tour. Et en même temps, la question qui se pose aussi aujourd'hui, c'est dans quelle mesure le débat qui a eu lieu en début de semaine, le pataquès finalement, sur les résultats de la primaire et les chiffres de la participation, n'ont pas aussi semé le doute en fait sur la sincérité du scrutin, ou en tout cas sa bonne organisation. Et ça pourrait jouer en contre finalement. Maintenant, il y a 2 hypothèses. Ça peut être effectivement peut-être un petit peu moins, peut-être un petit peu plus. Là, on n'a pas les indicateurs qui permettent d'en juger aujourd'hui. Alors c'est vrai que les chiffres d'audience auxquels vous faisiez référence, ils étaient meilleurs que pour les précédents débats, donc ça montre qu'il y a toujours un intérêt qui reste fort, sans doute aussi parce que l'offre elle est beaucoup plus claire lorsqu'on est sur un duel de second tour que lorsqu'on a 7 candidats autour sur le plateau. On est loin du débat de second tour de la droite qui avait réuni 8,5 millions de téléspectateurs. On est quand même 3 millions en retrait. Mais en même temps, on reste dans un ratio qui est tout à fait cohérent par rapport au précédent débat. Alors, participation assez moyenne, vous l'avez noté. Il faut le rappeler, pour le premier tour, avec au final un chiffre d'1 655 919 votants. On est loin des 2 millions espérés au soir du premier tour. Et surtout, il a fallu 3 jours pour être fixé. Comment vous expliquez, vous, Christine Cardellan, cet imbroglio? Est-ce que ça joue sur l'image du scrutin? Au trucage, je crois aux solutions bug et maladresse, etc. Je ne veux pas imaginer qu'il y ait pu y avoir trucage, parce que on se souvient qu'au moment de l'élection de Martine Aubry contre Ségolène Royal, ça n'avait déjà pas été clair. Donc j'essaie plutôt d'imaginer que le parti n'est pas bien équipé pour le faire. Mais pour compléter ce que vous disiez tout de suite sur l'audience du débat et la participation, je crois que la seule chance de Manuel Valls dimanche, c'est qu'il y ait d'un seul coup une mobilisation de tous les sympathisants de gauche qui n'ont pas envie de se retrouver qui habituellement votaient pour le PS et qui n'ont pas envie de se retrouver avec un PS qui ne représente pas du tout les idées de la social-démocratie, mais uniquement la social-écologie ou l'aile gauche du PS. C'est ça, d'après vous, le risque, Stéphanie Rouillot-Creux, c'est qu'il y a un déplacement du centre de gravité du Parti socialiste après dimanche prochain, si d'aventure Benoît Hamon était désigné comme candidat du PS. Ce ne serait plus le même Parti socialiste? Écoutez, moi je pars sur une hypothèse qui est différente de la vôtre, à savoir que effectivement tous les sympathisants, toutes celles et ceux qui sont attachés à cette ligne de la social-démocratie se mobilisent pour que le Parti socialiste, au lendemain de ce scrutin de dimanche prochain, conserve ses valeurs et puisse rassembler le plus grand nombre. Et je reste, moi, convaincue que, et il l'a démontré, je pense, hier soir, quoi qu'en disent les sondages, Manuel Valls, sa capacité... Oui. Vous ne voulez pas vous projeter dans l'hypothèse où ce serait Benoît Hamon? Parce que si c'est Benoît Hamon, ça veut dire aussi que le parti va profondément changer de visage. Et si vous voulez, ça, je pense que nous pourrons faire les commentaires dimanche soir prochain, en fonction de ce qui se passera. Et je crois que chacun des candidats, ils l'ont redit hier, a signé une charte lorsqu'il s'est engagé dans cette campagne des primaires. Et nous pourrons, dimanche soir, recommenter les choses ensemble si vous le souhaitez. Ça veut dire à l'inverse, El Acribi Ramdan, que malgré tout ce que vous avez dit sur le bilan de François Hollande porté aujourd'hui par Manuel Valls, ou en tout cas incarné à vos yeux par Manuel Valls, si d'aventure Manuel Valls était désigné dimanche soir, vous seriez prêt à, d'une certaine manière, poursuivre dans cette voie?
Mais d'abord, je veux d'abord faire une remarque sur ce que vous évoquez à l'instant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est pas en train de traiter de la question du Parti socialiste, qui n'est qu'un outil pour servir des idées, un projet politique. On est en train de traiter de l'avenir de la gauche et de la victoire de la gauche. C'est comme un parti qui donne son investiture à un candidat. Et il est clair que le candidat désigné, comme on l'a vu avec François Fillon, va reprendre en main le parti. Mais il ne vous aura pas... Bah non, ça ne se passe pas forcément comme ça. Il y a des congrès du Parti socialiste qui visent à déterminer la ligne du Parti socialiste pendant les années qui viendront. Et il se trouve que le congrès devrait être prévu dans quelques mois. Il se trouve que Lionel Jospin, en 95, après son échec à la présidentielle, mais sa désignation a évincé Henri Emmanuelli dans les circonstances qu'on sait. Mais nous n'en sommes pas aux méthodes de 95. Enfin, moi, j'ose espérer. J'avais 15 ans en 95. Donc, je vous laisse imaginer à quel point ça m'importe. Moi, ce que je suis en train de dire aujourd'hui, c'est qu'on est en train de désigner le candidat qui sera potentiellement le candidat qui rassemblera le plus largement à gauche. Donc, l'enjeu aujourd'hui, c'est de choisir un candidat qui sera en capacité de rassembler la gauche, non pas sur sa personne, la taille de son costume ou sa coupe de cheveux, mais sur un projet politique compatible avec ceux qui sont naturellement nos partenaires à gauche, en l'occurrence les écologistes, et en l'occurrence les proches de Jean-Luc Mélenchon. Qui ont un candidat. Qui sont... Oui, mais le rassemblement de la gauche se construit par étapes. Donc la méthode, elle est la suivante. Benoît Hamon rassemble 1,6 million, 2 millions de Français autour de sa candidature. Et puis, deuxième étape, il discute avec les autres forces de gauche pour obtenir des désistements. Pour rassembler le plus largement possible. Pour avoir le moins de candidats possible au premier tour, on l'imagine. Voilà, et pour arriver à un consensus. Pour arriver à un consensus, je pense que les gens sont intelligents et donc ils n'ont pas envie d'avoir François Fillon ou Marine Le Pen au pouvoir. Vous pensez que Jean-Luc Mélenchon va suivre la voie de Marie-Noëlle Lienemann à la primaire, qui finalement a retiré sa candidature pour se rallier à Benoît Hamon? Ça fait partie des possibilités. Il y a un tas de possibilités. Chacun pourra... En tout cas, je souhaite que tout cela se fasse dans le cadre du débat d'idées et pas sur des personnes. Voilà. Sur le fond, en tout cas, on a pu voir de vraies divergences. Hier, un exemple avec le sujet qui s'est imposé durant cette primaire, le revenu universel selon qu'il est proposé par Benoît Hamon ou décent dans la bouche de Manuel Valls. Exemple. La première étape, le revenu universel d'existence, le premier étage de la fusée, se concentre sur les 18-25 ans, sans condition de ressources. Combien cela coûte-t-il ? 45 milliards d'euros. Le revenu universel s'adressera particulièrement et pour commencer à eux. 45 milliards financés comment ? Je propose qu'il y ait une simplification aujourd'hui de la fiscalité sur le patrimoine. Les principales inégalités en France ne sont pas les inégalités de revenus, mais les inégalités de patrimoine, immobilier et financier, de manière à pouvoir demain financer cette première étape du revenu universel d'existence. L'idée de distribuer la même somme à chacun, nous y reviendrons tout à l'heure, au-delà même du coût financier, du coût budgétaire pour la société, me paraît s'éloigner encore une fois de cette idée que je défends, que j'ai du travail et que je crois que les Français ont. On peut comprendre qu'on ait des solidarités pour rebondir. Nous avons, et j'ai fait cette proposition, c'est que ce revenu décent que je propose concerne aussi, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui avec le RSA, les 18-25 ans. Christine Cardellan, on a là deux conceptions du revenu de base, le revenu universel donc et le revenu décent, derrière des appellations proches, deux conceptions totalement différentes du filet social. Oui, mais on ne l'a pas senti dans cet extrait parce que Benoît Hamon a parlé uniquement du premier étage de la fusée, c'est-à-dire sur les 18-25 ans, et Manuel Valls... Donc un revenu ciblé et non pas universel. Voilà. Alors que le revenu universel de Benoît Hamon, et ce pourquoi je pense que la plupart des gens ont voté pour lui, je pense que sans la mesure du revenu universel, Montebourg aurait probablement été devant Benoît Hamon. Mais cette idée nouvelle et qui concernait beaucoup de gens, finalement, lui a permis de le doubler. Mais donc ce sont deux conceptions très différentes. Ce que veut faire Manuel Valls, c'est simplement élargir un peu les minima sociaux aux jeunes. Ce que veut faire Benoît Hamon, c'est donner aussi bien à Liliane Bettencourt au SDF. Et il l'assume, il l'assume comme tel. Il l'assume, 750 euros environ. Et dans ce cas-là, ça coûte, on le sait, 450 milliards d'euros, ce qui est monstrueux et totalement irréaliste. Alors, moi, je crois que le revenu universel existera un jour. Il existera un jour quand, effectivement, dans 20, 30, 40 ans, lorsque la numérisation, la robotique... Vous actez, vous aussi, la fin du travail salarié, vous actez, vous aussi, la taxation des machines. Je l'acte, effectivement, dans 30 ou 40 ans. Mais en parler aujourd'hui,
en parler ou essayer de mettre en œuvre ce revenu universel, c'est accélérer la disparition du travail. Les pays voisins, l'Allemagne, la Grande-Bretagne et les États-Unis sont au plein emploi. La France n'y est pas. Et j'étais étonnée hier que Manuel Valls ne riposte pas ça à Benoît Hamon quand il disait le travail disparaît, regardez en France. Oui, en France, mais c'est pas vrai en Allemagne, c'est pas vrai en Grande-Bretagne, c'est pas vrai aux États-Unis. Donc, pour l'instant, concentrons-nous sur le fait de faire revenir les usines en France et ne pas les laisser à nos voisins. Et ensuite, quand le travail aura vraiment disparu, quand les robots auront remplacé un emploi sur 2, comme le disent certaines études américaines, là, on pourra parler de revenu universel. Et là, Kribi Ramdan, vous voulez réagir? Juste un point, il faut dire que c'est vrai, on n'a toujours pas de précision claire sur le calendrier exact de mise en œuvre et le mode de financement. On connaît le premier étage de la fusée, mais Benoît Hamon le dit lui-même. C'est un objectif, un espoir d'ici la fin du quinquennat. Il n'est pas du tout sûr qu'il arrive à mettre en œuvre la totalité de ce revenu. Oui, tout à fait. Il l'assume pleinement. Moi, je veux revenir. Moi, je suis assez satisfaite que tout le monde maintenant s'accorde à dire qu'il y aura un revenu universel. Mais ce qu'il faut qu'on arrive à fixer, c'est en effet le calendrier et les modalités qui nous permettront d'y accéder. Parce qu'on entendait ce matin parler dans la presse de l'étude de la CIA qui dit que le travail se raréfie. On connaît les études de l'OCDE et d'un tas d'économistes qui tous vont dans ce sens et vont plébiscitent cette analyse. Il y a un débat quand même. Hein. Je veux dire, tous les économistes ne disent pas qu'on va vers la raréfaction du travail. Beaucoup. Et beaucoup le disaient aussi à la fin des années 90, et puis on a eu le boom Internet. Oui, mais là, il y a quand même la question du partage du travail nécessaire en raison de la raréfaction du travail, parce qu'il y a aussi la robotisation et la montée du numérique. C'est une évidence. Enfin, je veux dire, moi, je lis ça tous les jours, partout, et dans la presse. Et tant mieux si Benoît Hamon a réussi à imposer ce thème dans cette campagne. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'en effet, il y a plusieurs étapes. Oui, alors justement, on va y revenir dans un instant, parce qu'on doit marquer une pause. Je vous rends la parole tout de suite. D'accord. Restez avec nous.